Bienvenue aux auditeurs de Radio Maria pour cette suite d'émissions consacrées au Finistère, au patrimoine que nous avons dans ce diocèse de Quimper-et-Léon. Après quelques émissions sur les 5 sanctuaires dont nous disposons ici en Pointe-Bretonne, place aujourd'hui à l'une des 2 cathédrales de ce diocèse, puisque nous avons la chance d'avoir 2 cathédrales, le chef-lieu étant celle Saint-Corentin de Quimper, l'autre dans le nord du département, à Saint-Paul de Léon. Nous sommes donc en pays léonard. Nous sommes aujourd'hui avec le père Claude Caille, prêtre donc de ce diocèse, et membre donc de cette paroisse depuis peu, parce que je crois, père Claude Caille, que vous êtes arrivé en septembre 2024 dans cette paroisse après avoir passé 11 ans à Brest, à Saint-Louis, dont nous avons parlé dans une autre émission, puis quelques années également à la cathédrale justement Saint-Corentin de Quimper. Quelles sont vos premières impressions depuis septembre arrivées dans cette paroisse, et en particulier à Saint-Paul-de-Léon quand vous y passez ? Oui, bien, 11 ans curé de Brest et 7 ans curé de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper et des 16 clochers qui en dépendent. Bon, je ne veux pas dire que j'arrive ici dans l'équipe des prêtres de Saint-Paul comme une semi-retraite, mais c'est un petit peu l'impression quand même que j'en ai, parce que, bon, on n'arrête pas, hein, et puis c'est vrai que, bon, je n'ai pas du tout, moi, envie de baisser les bras et rester inactif, mais bon, beaucoup d'enterrements, beaucoup de célébrations dans les écoles, parce qu'ici même, il y a 19 clochers. Alors, complètement à l'ouest, du côté de Kéréma, ici, jusqu'à Loquenolé, qui touche Morlaix, il y a bien... il y a bien une petite quarantaine de kilomètres. Hein, donc, on met bien 3 quarts d'heure. Moi, j'ai jamais roulé autant que depuis que je suis ici. Et au sud, donc, c'est la paroisse du Folgoat, oui, dont dépend le Folgoat, exactement. dont nous avons pu parler dans une autre chronique. Folgoat, Lesnevin, oui, tout à fait. Donc, cette cathédrale, parlons-en, c'est la cathédrale Saint-Paul de Léon, cathédrale donc Saint-Paul Aurélien. C'était, on peut dire, que c'était le siège du diocèse de Léon, créé au VIe siècle et supprimé en 1800, du temps du Concordat, pour rassembler finalement ce qu'on appelle aujourd'hui le Finistère Nord et le Finistère Sud. Il me semble qu'il s'agit de la cathédrale la plus ancienne du diocèse, finalement. Plus ancienne que celle de Quimper ? À peu près contemporaine, mais avec des parties bien plus anciennes, oui. C'est ça, parce qu'on a, je crois, des traces d'art roman dans cette cathédrale, ce qui est à noter dans le... Ce n'est pas commun ici. La cathédrale, moi qui étais donc aussi longtemps curé de la cathédrale de Quimper, qui reste très en lien avec les monuments historiques, avec l'architecte des bâtiments de France, avec la DRAC. Les responsables régionaux et finistériens sont déjà venus me voir et passer une journée avec moi ici du Sud Finistère et de Rennes. Voilà, donc ça montre tout à fait les liens que l'on a eus quand j'étais à Quimper. Mais la cathédrale de Quimper, je ne veux pas leur jeter la pierre parce qu'ils font tout leur possible, mais la cathédrale de Quimper, qui, comme bâtiment, est tout à fait merveilleuse, ça faut admettre, c'est une cathédrale qui a été massacrée à la Révolution française. Oui. Parce que même c'est le jour de la Saint-Corentin, le 12 décembre 92 ou 93, 1792 ou 93, qu'il y a eu le fameux Grand Brûlis, où l'on a sorti de la cathédrale aussi bien les autels que les reliques, que les reliquaires, que les rétables, etc. Et que tout a été brûlé. Si bien que dans la cathédrale, tout ce qui existe à Quimper appartient au 19e siècle. C'est ça. Hein, il n'y a guère que la chaire à prêcher, l'orgue et 2 ou 3 statues qui appartiennent à l'époque d'avant la Révolution. Alors que vous vous promenez ici à la cathédrale de Saint-Paul, la cathédrale de Saint-Paul a été bien moins massacrée à la Révolution. Alors, évidemment, c'est une cathédrale historique. Et alors, notre évêque, je crois qu'il a tort en cela, il dit que ce n'est pas une cathédrale. Pour lui, il appelle ça une basilique. Alors, évidemment, c'est une cathédrale qui a le titre de basilique mineure,
Mais en même temps, ça a été la cathédrale jusqu'au XVIIIe siècle, même début XIXe siècle. Et cette cathédrale, tout de suite, elle a eu ce rang de basilique. Et quand on s'y promène, c'est merveilleux, quoi, la cathédrale. Alors par contre, c'est vrai aussi que vous avez des kilos de livres sur la cathédrale de Quimper, Oui. alors que vous avez à peine un livre de poche nous parlant de la cathédrale de Saint-Paul. Oui, Hein. c'est assez. Et- La différence est notable. Ah oui, il y a eu personne qui a écrit vraiment de livres intéressants sur la cathédrale de Saint-Paul. Et évidemment, comme il n'y a pas... Je pense par exemple, j'étais donc curé à la cathédrale de Quimper quand il y a eu la grosse tempête le 2 novembre 2023. La tempête Ciaran. La tempête Ciaran, ça a soufflé très dur à Quimper, évidemment, comme ailleurs, mais il y a eu simplement un petit morceau de vitrail à tomber, mais dans les 8 jours, il était enlevé, et dans le mois, il a été réparé, aux frais de l'État. Quand je vois Saint-Paul-de-Léon, où il y aurait des millions et des millions à mettre pour... payer tout ce qu'il y a à faire, surtout je pense les vitraux. Oui. Quand on va dans la cathédrale, il y a même des mauvaises herbes qui poussent. Quand je vois les chéneaux, les gouttières, etc., il faut y aller avec des bottes tellement c'est rempli de boue, etc., etc. Il y a un travail mais colossal à faire dans cette cathédrale. Avant, c'était des laïcs de la paroisse qui se coltinaient tout le travail, mais maintenant... Ça prend des proportions trop importantes. Ah oui, puis ils sont devenus trop vieux, ces gens-là, et ils se sont retirés. Hein. Alors, un peu d'histoire. On apprend quand même qu'une première cathédrale fut détruite par les Danois. Donc là, nous sommes en 875. Pour donner un peu d'histoire. Deuxième construite à l'époque romane, endommagée par Henri II Plantagenet en 170. Construction de l'édifice actuel qui commence en 1230. Nous voilà au XIIIe siècle. Une première série de campagnes de travaux permet la reconstruction de la façade et de la nef entre le deuxième tiers du XIIIe siècle et les premières décennies du XIVe. Donc voilà, pour donner quelques repères historiques. Et il faut indiquer tout de suite que cette cathédrale donc de Saint-Paul-de-Léon, église gothique, est influencée par le style normand. Il paraît qu'on trouve pas la copie conforme, mais elle serait très inspirée de la cathédrale de Coutances. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que cela nous dit des choses, des rapports qu'il y avait à l'époque entre la Normandie et cette pointe bretonne ? Sûrement. Déjà, Henri II, c'est vrai, Henri II a détruit la cathédrale. Henri II, qui est le deuxième époux d'Aliénor d'Aquitaine, qui fou amoureux d'abord et de son épouse et elle de lui, après qu'il l'a enfermé pendant 20 ans dans une tour, ça a été quand même toute une histoire. Mais il est venu détruire la cathédrale. Mais quand on se promène, par exemple, dans le bas-côté nord de la cathédrale et qu'on lève la tête avant d'arriver dans le chœur, eh bien, on voit encore toute une voûte qui appartenait à la cathédrale romane. Hein, tout ça, c'est... Et quand on monte dans la salle des cloches, quand on va dans le clocher, c'est beaucoup plus flagrant qu'à Quimper. On voit un peu partout des pierres de réemploi qui proviennent de la cathédrale romane. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Il y a des modillons, il y a des faces grimaçantes, c'est beaucoup plus riche qu'à Quimper. Oui, je crois que le transept roman, c'est ce que vous disiez, est conservé ici. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas chose courante en Finistère. Non. Et puis, dans la cathédrale, il y a des choses extraordinaires. Par exemple, là aussi, moi je pense toujours, moi qui ai fait quand même 10 ans de ministère, dans les châteaux de la Loire, où on est en pleine histoire, justement, tout à l'heure on parlait d'Aliénor, d'Henri II, Richard Cœur de Lion, tout ça c'est la même famille, mais là c'est l'histoire. Alors qu'ici en Finistère, moi je trouve que la légende et l'histoire se côtoient quand même beaucoup. Et par exemple, on se promène dans le bas-côté nord. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit à droite de l'hôtel des Reliques ? On voit une cloche en bronze argentifère. Et cette cloche, bon, alors les légendes nous racontent que Saint Paul voulait avoir cette cloche qui appartenait à un roi. Il lui a demandé, l'autre a refusé. Et puis voilà que pendant que Saint Paul Aurélien se promenait sur le rivage, un gros poisson échoue juste à ses pieds et cette croix qu'il avait vue chez le roi Marc était là dans le poisson
En tout cas, le fait est qu'elle est dans la cathédrale, actuellement dans une niche, et que c'est une des cloches les plus anciennes de France. On sait à peu près quelle époque ? Ah oui, elle est du temps de Charlemagne. Justement, vous avez parlé de Saint Paul Aurélien. Parlons-en, parce qu'il donne le nom à cet édifice. Donc d'après la géographie, c'est un moine de Landévennec qui portait le nom d'Our-Monoc. Là, nous sommes en 884, qui écrit la vie donc de Paul Aurélien. Il serait moine venu du Pays de Galles, comme souvent chez nous ici. Les moines venaient d'Irlande, de Cornouailles, du Pays de Galles. On peut dire un de plus, ou qu'est-ce qui nous fait aujourd'hui de vraiment nous sentir liés à ce saint, pour nous très ancien ? Ah oui, Dieu sait si j'aime Landévennec et la spiritualité celte un petit peu, quoique bénédictine, voilà, alliées l'une à l'autre. Bon, mais il faut avouer que s'il n'avait écrit ce bon moine que la vie de Saint Paul Aurélien, on aurait compris. Mais il a écrit plusieurs vies copiées l'une sur l'autre. Hein. Donc on voit que ce n'est pas non plus spécialement historique. Par contre, un de mes grands amis, un de mes grands maîtres a été François Fanche-Morvanou, hein, de Brest, là, qui s'est agrégé de lettres et qui a lancé la section celtique, etc., avec le chanoine Falhin à l'UBO. Il disait que ce dont vous devrez tous se souvenir, c'est que le Finistère a été d'abord une terre des saints. Une terre des saints. Et que, justement, tous ces moines qui sont venus évangéliser le Finistère, vous savez, justement, c'est tous les plous. Oui. Plou, ça veut dire plebs, donc c'est la paroisse. Donc Plougastel, par exemple, voilà, avec quelques noms. Voilà, Plouganoux, voilà, Plouzévédé, c'est Saint-Évédé qui est venu, qui était le chef de la paroisse, etc. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, tout s'est vécu dans ces endroits. Et ce sont certainement des gens qui ont énormément marqué le terroir, parce qu'à l'époque, les hommes étaient certainement plus rudes, et c'était pas avec la mollesse d'aujourd'hui, certainement qu'aujourd'hui, où il faut tout accepter. Je pense qu'à l'époque, il y a eu une certaine rudesse, mais ces saints-là ont su parler aux hommes de l'époque. Hein, quand Saint Paul de Léon est arrivé, donc d'abord sur l'île de Bas, oui. où il a dompté le dragon. Hein, on le représente toujours, Paul Aurélien, avec un dragon à ses pieds et l'étole qu'il lui lance autour du cou. Bon, tout ce que cela, évidemment, c'est du symbole. C'est pour nous dire que la religion qui est arrivée a mis à bas le paganisme de l'époque. Hein, autant Saint-Corentin est représenté avec son poisson qui repoussait chaque jour, chaque fois qu'on en mangeait la moitié, autant Saint-Paul de Léon est toujours représenté avec ce serpent. Et quand on est on va célébrer la messe régulièrement à l'île de Bas, il y a un trou qui s'appelle Trou de la Serpent, hein, le trou du serpent, où justement le dragon a été jeté dans les abîmes par Saint Paul Aurélien. Voilà. Et d'ailleurs, c'est triste un petit peu parce que c'est un des coins où il y a encore, malheureusement, quand il y a des noyés, on sait que c'est dans ce coin que l'on trouve facilement leur corps, hein, parmi les algues et tout ça. Le trou du serpent. Le trou du serpent. Donc, nous sommes à l'île de Bas, ouais. Juste en face de Roscoff, Saint-Paul de Léon. Ah oui. Moi, je me rappelle bien, par exemple, être allé à la pêche là, de Roscoff avec de la famille, puis la brume arrivant en quelques secondes. Heureusement qu'il y a eu un enterrement à ce moment-là à Roscoff pour entendre les cloches pour nous dire « Oh là là, attention, on est dans le sens contraire et faisons demi-tour et retournons vers le rivage. » Parce que ce sont des coins à la fois qu'on connaît bien, mais à la fois... qui peuvent s'avérer dangereux. Oui, très dangereux quand même. Vous parlez de la rudesse des gens, cela ne les empêchait pas, justement, une certaine finesse dans l'architecture des édifices qu'ils construisaient. Est-ce que cette cathédrale en est la preuve encore pour vous ? Oui, complètement. Alors donc, tout à l'heure, vous parliez aussi du côté normand. Oui. Hein, et alors, la cathédrale, il y a toute une partie, bien sûr, en granit, mais la nef elle-même, c'est
Je crois qu'elle est en calcaire, venue de Caen. Exactement, elle est en pierre calcaire. Donc il faut imaginer le voyage de ces pierres de Caen jusqu'à notre Finistère. Tout à fait. J'allais dire, c'est une colossal, cathédrale quoi. qui a été achetée en kit là-bas, tout à fait, en Normandie, et qui a été en pièces détachées, et, qui est arrivée à Saint-Paul. Et elle a été remontée. Alors c'est pour ça qu'à Quimper, la cathédrale est en granit. Comme il y a du fric là-bas, elle a été peinte par les Beaux-Arts en blanc. Mais ici, il suffirait de nettoyer la pierre pour qu'elle soit naturellement blanche, puisque c'est du calcaire. C'est ça. Et je crois que la municipalité a dans son idée de se faire un peu aider, parce que c'est vrai que depuis tout ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, malgré tout, les cathédrales, même non historiques, ont actuellement une énorme valeur au niveau et au cœur des Saint-Paulitains et de tous les gens qui viennent. Donc le temps fait malheureusement son œuvre, elles Oui. pâtissent du fait qu'il passe et de l'entretien qu'il faut y consacrer. oui. C'est ça. Mais il y a aussi, j'allais dire dans le sens opposé, beaucoup moins de contraintes. Par exemple, à Quimper, il y avait tout un staff de sacristains rémunérés. Alors, tout ce que ça veut dire aussi au niveau charge, mais au niveau syndical, au niveau contrainte. Une cathédrale ouverte à telle heure le matin, qui se ferme à midi, qui se rouvre à 14 ou 15 heures l'après-midi, qui se referme à 6 heures. S'il y a un concert à 20 heures, ça peut pas être la même personne parmi les sacristains qui a déjà fait plusieurs heures dans la journée qui vient, etc., etc. Alors qu'à Saint-Paul, on ouvre la cathédrale le matin, on la ferme le soir, et il n'y a pas de surveillance toute la journée, c'est sûr. Y a-t-il un pardon ? Oui, le pardon de Saint-Paul de Léon, le 12 mars. Le 12 donc Ouais. ça va arriver. Ouais. Nous réalisons cette conversation fin février. Oui. Qu'est-il prévu ? Vous savez, y a-t-il comment se passe le pardon Il y a Très simple. une Eucharistie, c'est ça, avec une grande procession. Qui part de l'extérieur de... Oui, qui part, quand j'ai été par exemple installé dans l'équipe des prêtres le 15 septembre, on s'est réunis à la chapelle. Là aussi, c'est un terme un petit peu modeste pour ce que c'est, du Christker. Oui. C'est le clocher le plus haut de Bretagne, et 77 mètres. Et donc, on se réunit dans la chapelle du Christker, et de là, avec les croix des 19 clochers, avec des bannières et tout ça, on monte toute la grande rue, et on arrive à la cathédrale, 100 mètres plus haut. Et voilà. Alors en plus, il y a une sorte de reliquaire qui représente le Christker, Notre-Dame du Christker. Et dans ce reliquaire, il y a la fameuse cloche que l'on fait de Saint-Paul Aurélien, que l'on fait sonner sur la tête des enfants. Oui. Et c'est tout à fait extraordinaire. Ah oui. Et deuxièmement, à Saint-Paul, là devant sa relique, il y a une grande tombe, une pierre tombale, et c'est Marie-Amis Picard. Alors il y a un D, un C et un D. DCD, l'an 1652. Et Marie-Amis Picard, c'était une mystique du XVIIe siècle, qui est citée par exemple par Saint Vincent de Paul. D'accord. Elle vivait tous les jours la passion du saint du jour. Alors quand c'était Saint-Laurent, elle sentait des brûlures en elle. Quand c'était quand c'était Saint-Sébastien, qu'elle était transpercée de flèches, etc. Et c'est quelqu'un qui s'est nourri uniquement de l'Eucharistie pendant des années. Alors là, c'est pareil, on fait marcher les enfants sur la pierre tombale pour les dégourdir un peu, etc. Et ça continue encore au XXIe siècle. Ouais. C'est une ferveur, c'est pas seulement une ferveur populaire. Finalement. Ah non. Mais bon, il faut allier les deux. C'est sûr que
Moi, j'aime beaucoup cette ferveur populaire que l'on a reniée pendant des années. Et en même temps, par exemple, je sais que vous avez interviewé des tas de gens comme l'autre jour, des gens comme autour de Gustave Thibon, c'était quoi, Pierre Magnard, non? Oui. Voilà. Et il a été question de Simone Veil. Il a été, voilà, moi aussi, je lis beaucoup tous ces gens-là, beaucoup les auteurs anciens. Parce que tout ça, ça se tient. Oui. Gustave Thibon, on est l'exemple frappant. Autodidacte, Ah oui. qui tutoie les plus grands penseurs de son temps, Ah oui. en étant simplement un paysan d'Ardèche, Ah oui. de Basse-Ardèche. Magnard qui dit que c'était quelqu'un de rustique. Oui, Et avec un parler qui sentait l'ail. Voilà, Exactement. Exactement, un parler qui sentait l'ail. Et ça, c'est vrai que c'était quelqu'un qui... Et quelqu'un comme Dormesson en a un souvenir ébloui. Ah oui. Le voyant arriver dans son bureau, lui citant du Victor Hugo par cœur. Alors c'est ça, c'était quelqu'un qui avait aussi une force de mémoire et qui connaissait par cœur des pages et des pages de littérature, ça c'est extraordinaire, oui, bien sûr. Alors, revenons donc ici à Saint-Paul-de-Léon. Depuis quelques années, ça fait même déjà 30 ans, depuis 1994, cette cathédrale se trouve incluse dans le parcours du Trobrèze. Oui. Peut-être faut-il le dire pour les Toulonnais qui ne sauraient pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le Trobrèze et pourquoi passe-t-il par cette cathédrale ? Alors, Trobrèze, c'est du breton, hein, c'est-à-dire le Tour de Bretagne, et c'est un pèlerinage qui était très important à toute l'époque médiévale, XVIIe siècle aussi, tout ça, et évidemment qui s'est complètement perdu, qui à la Révolution française, une fois de plus, et c'est quelqu'un ici, en plus, qui est sur la paroisse, un prêtre qui est sur la paroisse, le père Dominique de la Forêt, qui a relancé ce pèlerinage, hein, et c'est vrai qu'au début, on se dit, oh là là, avec monsieur Philippe Abjean, Oui. hein, qui est sur la paroisse également, qui est quelqu'un de remarquable, hein, et qui a beaucoup de belles idées, bonnes idées. Et il a relancé ce pèlerinage qui fait florès, hein, c'est sûr. Donc c'est vraiment un pèlerinage, pas seulement du Finistère. Hein. Ah non. Donc on va dans les diocèses de Tréguier, enfin l'ancienne Tréguier, Saint-Brieuc, Rennes, Voilà. Malo, Quimper. Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tuc-Duhal, c'est Tréguier. Les 7 saints fondateurs de la saints Bretagne. fondateurs, c'est ça. Donc Donc Saint-Paul-Aurélien. Saint-Paul-Aurélien, exactement. Y avez-vous déjà participé ou avez-vous déjà pu faire quelques étapes ? J'ai fait la dernière fois, parce que j'étais à Quimper, justement l'arrivée à Saint-Paul-de-Léon. D'accord. Mais c'était colossal, c'était merveilleux. Et quand je vois des gens de tous âges qui l'ont fait, justement, tout à l'heure on parlait de Fange Marvanou, là, c'est lui qui a réécrit la méthode assimile en breton, qui a... il a enseigné beaucoup aussi la culture bretonne et autres, mais alors il l'a fait aussi, presque pas pieds nus, mais presque, quoi, c'était... Et on n'est pas obligé de tout faire. Faut Non. peut-être aussi préciser pour les auditeurs qui voudraient découvrir le Trobrèze, on n'est pas obligé de faire l'intégralité du Non. pèlerinage, évidemment. Et C'est tous très les long. ans, il y a un tronçon du parcours qui se fait. C'est ça. Hein, voilà. Donc, Vannes-Quimper, Quimper-Saint-Paul, Saint-Paul-Tréguier, Tréguier-Saint-Brieuc, Saint-Brieuc-Dol, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Y a-t-il des projets actuellement dans la paroisse où nous nous trouvons qui seraient liés de près ou de loin à cette cathédrale Saint-Paul de Léon ? Nous sommes bientôt en carême, il y aura peut-être sans doute en tout cas le Triduum célébré dans cette cathédrale. Oui. C'est un point fort de la paroisse. Tout à fait. Et justement, moi, comme j'arrive ici, je découvre un peu aussi, et je vois que, par exemple, sur les 19 clochers, il n'y aura pas 3 Triduum Pascal, mais il y en aura un seul, et ce sera à Saint-Paul. Donc le jeudi saint, le vendredi saint, La vigile pascale. vigile, tout à fait. Et la messe du dimanche de Pâques. Exactement. À Quimper, c'était toujours l'évêque qui présidait. Pour moi, Oui, c'est le c'était... chef-lieu. Voilà, j'étais ravi. Comme ça, il présidait le jeudi, le vendredi et le samedi saint, c'était les baptêmes des adultes. Oui. C'était extraordinaire. Quand je vois à Quimper, il y a 2 ans, on a eu 3 baptisés adultes. Bon, c'était déjà honnête. L'année dernière, c'était 9 baptisés adultes. Et cette année, ça fait une trentaine. Et ici, On en préparait une trentaine. Bon, ici, c'est un peu moins, Saint-Paul. Mais
Alors Oui. qu'ici, c'est pas très très dynamique encore, au niveau. Voilà, j'espère que ça va le redevenir un petit peu plus. Il y a quand même des catéchumènes adultes. Je vois aussi des gens qui se préparent à la confirmation, qui sont des gens, oui, très impliqués dans la vie sociale et autres. Et arrive-t-il à s'impliquer, en tout cas que vous avez pu voir dans votre parcours, à s'impliquer ensuite dans la vie ecclésiale locale, d'où ils ont reçu ces sacrements? Oui. Certains le font? Oui, oui. Bon, je pense qu'il faudrait être vigilant à différents problèmes qu'il est un peu difficile d'évoquer comme ça, de gens qui sont très impliqués dans leur paroisse depuis des dizaines de décennies, voilà, et qui ont du mal à laisser un peu la place aux autres. Mais je pense qu'il est plus que temps là aussi ça bouge un petit peu. Donc, comme on a vu bouger, n'est-ce pas? Être prêt quelque part à faire comme Pierre qui deviendra Saint-Pierre, à jeter son fil de l'autre côté pour laisser sa barque peut-être être envahie d'idées neuves, c'est ça le message que vous auriez d'espérance? Largement, oui. J'avais été très marqué par le livre de Denis Marquet sur Saint-Pierre, le testament du roc. Parce que tu es roc, et sur ce roc, je baptiserai mon église. C'est la pierre. Et voilà, tout ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est un roman, mais c'est un roman historique. C'est quelque chose à lire et à faire lire encore, le testament du roc de Denis Marquet, oui. Nous inviterons donc les auditeurs à aller le consulter. Puisqu'il s'agit d'une cathédrale, Père Claude Caille, savez-vous à quand remontent les dernières ordinations? Et y en a-t-il encore dans cette cathédrale, qu'elle soit de diacre ou de prêtre? Oui, il y a une ordination pas plus tard qu'il y a 3 mois, même pas, parce que c'était le 1er décembre 2024. C'était un diacre qui nous venait d'un autre diocèse, du diocèse d'Angers, qui a été ordonné par Monseigneur Donien et au service des paroisses ici. Alors David Liebengut. Et voilà, c'est quelqu'un de très intéressant, professeur de musique, qui est aussi très impliqué dans la vie de tous les jours, parce qu'il fait partie des pêcheurs. Il va pêcher le bar, en mer. Ah oui, en mer, il a sa barque, il a tout ça. C'est vraiment une famille très sympathique et très... oui. Bon, auparavant, il y en a eu aussi d'autres ordinations à la cathédrale. Je ne saurais plus qui sont les dernières. Parce que souvent, ça se passe à Quimper, il faut bien le dire. Oui. La plupart du temps. Oui, parce que voilà, il y a eu une mode pendant un temps de célébrer les ordinations dans la paroisse d'origine du jeune. Et aujourd'hui, on est revenu à cette idée beaucoup plus traditionnelle et ancienne de célébrer une ordination dans la cathédrale du diocèse. Voilà. Mais j'en ai quand même vu, par exemple, à Saint-Louis-de-Brest, vu des ordinations. Le père Hervé Keinec, en 92, a été ordonné à Brest. Je crois que le père Yves Saoud, que nous avons eu la joie de voir au micro, le fut également à Saint-Louis. Oui, il y a eu plusieurs... voilà. Puisque nous sommes ici, donc, dans le Finistère Nord, sur la côte, puisque vous parlez de Quimper, qui est quand même un petit peu plus dans les terres, si je puis dire, par rapport à la côte. Ici, nous sommes vraiment presque les pieds dans l'eau. Y a-t-il un rapport particulier de cette paroisse, peut-être de cette cathédrale, avec le monde maritime et le monde des pêcheurs? Certainement. Et surtout, là, depuis que l'évêque a voulu réunir les différents clochers pour faire cette paroisse de 19 clochers, par exemple, je pense à Roscoff. Je pense à Sibiril, avec le port de Mogueriec, etc. Tout ça, ce sont des lieux très, très marqués par la mer. Je sais, quand j'étais encore curé de Quimper, comme je suis un peu originaire du coin ici, par exemple, j'ai présidé des bénédictions de la mer, mais par exemple aussi des bénédictions de bateaux à Roscoff. Et alors, on monte sur un des bateaux de la SNSM, et mais même les gens qui ne sont pas pratiquants, tous les bateaux, systématiquement, passent devant celui-là pour se faire bénir. C'est vraiment remarquable. Et j'imagine qu'il s'agit de petits bateaux, des bateaux de pêcheurs, des bateaux de plaisance. Y a-t-il un rapport, simplement, avec la fameuse compagnie, la Brittany Ferry, qui part de Roscoff pour aller en Angleterre ou en Irlande? Ah oui. Oui. Bon, parce qu'on voit les clochers de très loin en mer quand on arrive. Alors peut-être y a-t-il un lien éventuellement avec les marins? Quand je vais célébrer par exemple la messe le samedi soir à l'île de Bas, alors évidemment là on est un petit peu désorienté parce que on voit tous les clochers,
mais du sens contraire Oui. quand on est sur le continent, quoi. Mais c'est magnifique de voir que justement tous ces clochers qui veillent, qui sont là. Moi, je sais que du côté du clocher de Bervin, combien de fois j'ai vu ce phare de l'île de Bas illuminer la côte, le phare de Roscoff, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis tout ça, c'est une symbolique. Et puis il y a tellement d'histoires. Vous savez, ici, on a aussi, comme dans les clochers, on a Plounévé-le-Christ. Oui. Et il y a un prêtre qui était originaire au 19e siècle de Plounévé, c'était Lan Inizan, et qui a écrit Mgan Kerguidu, c'est-à-dire la bataille de Kerguidu, qui a été un des livres les plus lus en breton à l'époque, et qui raconte justement l'évasion de Monseigneur de la Marche, le dernier évêque de Léon, Jean-François de la Marche, en Escobar Patates, l'évêque des pommes de terre, on appelle, parce que c'est lui qui a introduit la culture de la pomme de terre en Léon. Monseigneur de la Marche, qui a voulu rester dans son évêché jusqu'au bout, puis quand on est venu l'arrêter, alors là, il s'est rendu compte qu'il fallait pas rester, et il a réussi, avec l'aide de certains, à rejoindre le port de Paimpol à Saint-Paul-de-Léon, et à là monter dans une barque de pêcheurs pour rejoindre l'Angleterre, d'où il est venu le chef des émigrés. Donc tout ça, c'est encore très lié. Très très lié. Là, vous voyez, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais cette histoire de la Révolution. Et à côté de ça, là, il y a un film qui est paru sur Saint-Paul très récemment. Moi, j'admire beaucoup les collégiens du Crisker à Saint-Paul qui ont fait ce film, qui ont raconté l'été 44 à Saint-Paul. Parce qu'il y a eu donc une tragédie qui a été vécue ici, où les Allemands, ayant trouvé quelques armes, ont réuni 44 otages, dont le maire, Alain But de Guébriand, les a amenés sur la place du Petit Cloître et les a tous fusillés. Donc ça a été vraiment le drame absolu. Et alors déjà quand j'étais collégien, vous voyez, ça remonte, 73, 74, c'était en 6e, on avait voulu déjà parler de cette époque et on nous avait interdit de le faire parce qu'il y avait encore trop de gens vivants qui avaient connu cette époque. Et donc, il y avait eu des dénonciations, il y avait eu un peu tout cela. Alors que là, maintenant, en 2023-24, pour 2025, ça, c'est un petit peu moins chaud quand même, comme histoire. Voilà. Mais tout cela, voilà, les gens voient qu'il y a eu beaucoup de blessures. La Révolution, la guerre, etc. Et encore, je ne parle pas de 1905, les inventaires, où ça a été très violent, parce que ici, ça a pratiqué à 99%. Nous avons pu en parler, puisque finalement, les moines de Landévennec ont dû partir au Pays de Galles avant de revenir, à Kerbénéat, pas loin de Landerneau, monastère aujourd'hui donc avec des orthodoxes roumains. Et ce n'est seulement qu'en 58, je crois que les moines reviendront à Landévennec, le lieu phare. Puisque vous avez parlé de blessures, je vais moi aussi, si vous me permettez, Père Claude Caille, passer du coq à l'âne, parce que je crois que parmi le mobilier abrité dans cette cathédrale, se trouve quelque chose d'assez atypique. Pour citer ceci, plusieurs dizaines d'objets sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques, comme l'est d'ailleurs cette cathédrale dans l'inventaire de Prosper Mérimée, qui visite ici en 1835, et donc inscrit dans sa liste du 1840. Je continue sur le mobilier. On peut parler des stalles du chœur, le retable de Notre-Dame du Mont-Carmel, tout à fait, oui. De nombreux tombeaux, c'est à peu près logique dans une cathédrale, ainsi que les reliquaires de crânes conservés dans, citation, les étagères de la nuit. Pouvons-nous en parler ? Qu'est-ce que cela recouvre ? Savez-vous ce qu'il contient ? Je sais qu'il y a eu un vol dans les années 80. On a retrouvé une boîte vide, le crâne est parti. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce qu'on se retrouve en pleine Italie ? On n'est peut-être pas quand même chez les carmes de pas loin. Non, avec les Naples, squelettes ouais. de Naples. C'est une tradition locale. Et d'ailleurs, même moi, j'ai été le premier étonné de... Jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu voler un crâne d'une cathédrale. Mais comme j'étais scolarisé à Saint-Paul-de-Léon, j'ai même souvenir d'une professeure qui ramenait chez elle les boîtes à crâne et qui, avec une brosse à dents,
enlevaient, nettoyaient les crânes à l'époque pour les remettre sur des étagères. Mais alors qu'après ces vols, ces boîtes à crânes ont été mises sur des étagères fermées par des grilles. Alors, sur les boîtes, il y a des petites inscriptions. Par exemple, François Cornilly, tailleur, 1634. Une autre, c'est le chanoine Amon Barbier de Kerjan, celui qui a fait bâtir le magnifique château de Kerjan en Saint-Vouguet, etc., etc., etc. Il y a un évêque aussi qui est là. Alors, pour la petite histoire, le dernier qui a voulu passer par là, c'était Yann d'Argent. Et Yann d'Argent, c'est lui qui, à la cathédrale de Quimper, a peint toutes les fresques. D'accord. Et Yann d'Argent, quand il est mort au début du XXe siècle, 1902 ou 3, je ne sais pas, il a demandé à son fils, voilà, ben écoute, tu m'enterreras, bien sûr, et 10 ans après ma mort, tu me déterreras, et tu me couperas la tête, et tu mettras mon crâne pour qu'il repose près du Seigneur dans la cathédrale de Saint-Paul. Ah oui, mais voilà que le fils a fait beaucoup de ramdam, a invité des journalistes. Et voilà que quand on déterre le brave homme, son corps est intact. On a trouvé son corps intact à Yann d'Argent. Et le fils, très gêné, a dit j'ai promis. Et il a pris un coutelas et lui a séparé la tête du corps. Et donc, voilà, alors ça a fait tellement d'histoires que le préfet du Finistère, à l'époque, le préfet de Quimper, a interdit à partir de ce jour-là qu'il y ait d'autres crânes de coupés et mis dans la cathédrale de Saint-Paul. Et qu'est-ce que voulait dire ce geste de voir son crâne dans la cathédrale ? Mais la cathédrale de Quimper, comme celle de Saint-Paul, jusqu'à la moitié du 19e siècle, mais à peine si on pouvait faire un pas dedans. Il y avait partout des tombes. Alors en plus, c'est pas toujours très sain, n'est-ce pas ? Des corps enterrés pas très profonds. Alors en plus, on pouvait même plus marcher dans la cathédrale parce qu'il y avait des grilles partout, autour des tombes, tout cela. Donc voilà, c'est là où on a dit, c'est terminé, on va faire un cimetière. Mais tout cela, ça a aussi beaucoup de valeur. Les moines, par exemple. Les moines le dimanche, les bénédictins le dimanche, avant d'aller à l'église, ils passent par le cloître. Et c'est dans le cloître qu'on enterrait les moines. Oui. Donc il y avait tout un geste symbolique de marcher sur le corps des anciens et de prier pour eux. Donc les cimetières autour des églises, c'était un peu ça aussi. Et d'avoir son crâne dans la cathédrale, près des saints et des saintes, près des tombeaux des évêques, près du Saint-Sacrement, ça avait un beau symbole. Moi, je ne sais pas si quand je vais mourir, je ne vais pas demander à ce qu'on me coûte la tête et qu'on va me la mettre aussi dans la cathédrale de Saint-Paul. Vous y pensez ? Je ne sais pas, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si on déterre encore les corps et qu'on coupe la tête. On va peut-être prendre les précautions avec le préfet. Oui. Ou rien lui dire, au contraire. Et qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de la piété que vous observez dans la paroisse ? Et est-elle particulière en cette cathédrale ? Ah oui, mais bon, moi qui ai toujours été un fervent de l'optimisme, je suis quand même bien déçu de voir que, justement, sous Monseigneur Fauvel, il y avait 99% de pratiques religieuses, et aujourd'hui, on est à 2-3% de la moyenne nationale. Comment espérer et quels moyens se donner ici, par exemple, en Léon, pour nourrir notre espérance ? Il y a les catéchumènes, mais il n'y a pas que ça. Non, mais c'est vrai que moi qui étais curé de cathédrale à Quimper, qui ai accompagné beaucoup d'étudiants à Brest, je suis toujours un petit peu déçu de voir la tiédeur et le peu de curiosité spirituelle dans le monde d'aujourd'hui. Parce que déjà la curiosité intellectuelle, les deux vont de pair. Et c'est tellement intéressant par exemple, moi je fais un petit travail sur les mégalithes, par exemple. Ah oui. Les mégalithes, les calvaires et les croix du Finistère, un petit peu grâce à l'abbé Castel, Yvon Castel, qui est de 1928, donc 97 ans, et qui est originaire de Saint-Paul-de-Léon.
Hein. Et voir, pour moi, je lui ai dit plusieurs fois que, par exemple, je vois tout à fait une suite dans la spiritualité de l'Ancien Testament, la venue des Celtes, même s'il y a eu des sacrifices humains auxquels on ne peut pas adhérer, mais les pierres, les fontaines, les arbres qui ont été christianisés. Faut toujours penser à cela par rapport à des gens comme Saint-Martin, par exemple, au centre de France, lui qui a détruit beaucoup d'idoles. D'arbres sacrés. Au lieu de christianiser. Ici avec le sanctuaire de Rumingol, par exemple. Tout à fait, la pierre rouge, oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, votre espérance se porte sur le fait que les gens puissent se poser des questions, renouer avec une curiosité. Pourquoi cette cathédrale, et pourquoi cet édifice, et pourquoi ce rite, et pourquoi cette procession? Par exemple, c'est ça déjà? Ça passe par là? Moi, je suis persuadé que les gens ne pourront pas rester. Et c'est l'évêque de Fort-de-France, l'archevêque de Fort-de-France, l'autre jour, qui parlait de remettre l'église au centre du village. Et c'est vrai, c'est pas parce qu'on aura un caddie débordant de denrées qu'on va spirituellement ou même humainement être réjoui et heureux, qu'on va être rassasié, c'est pas ça. Je crois qu'il faut beaucoup chercher, il y a une curiosité qui ne peut que revenir. Moi, j'ai toujours eu confiance déjà dans l'homme, confiance, toujours cherché dans l'humanisme, depuis Montaigne et autres. Pour moi, ça a toujours été très très important, mais encore aujourd'hui, cette confiance dans la philosophie, dans la pensée, dans l'homme, mais qui s'épanouit dans le christianisme. Est-ce que justement Saint-Paul Aurélien, pour finir, Père Claude Caille, peut être un modèle ici, ou en tout cas nous inspirer, c'est-à-dire pour nous ici, fermement ancrés sur cette côte, être capable de voir que parfois quelque chose de bon peut venir de l'étranger? Ah oui, complètement. Complètement. Et quand vous qui comme moi êtes brestois, par exemple, quand on voit les fêtes maritimes à Brest, je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les 4 ans. Tous les 4 ans, il y a eu le Covid qui a un petit peu perturbé tout cela, mais alors je ne saurais pas si c'était une douzaine d'années déjà, il y a non seulement les bateaux qui sont venus, mais il y a eu aussi on a fait des bateaux en peau. Il y a eu des bateaux, un peu des auges de granit, qui ont été taillés pour montrer aussi qu'elles pouvaient flotter. Par exemple, quand on rentre dans la cathédrale de Saint-Paul, ici sur la gauche, on a un très grand sarcophage. Et on dit que qu'elle a permis à un Saint-Breton de venir et d'accoster ici sur la côte finistérienne. Merci beaucoup, Père Claude Caille. Merci, mon cher Geoffroy.